Ah, ils ont tort tous les rétro-gamers et assimilés. Avec une bonne vieille calculette, ça fait déjà le café. Ah, ah mais j'arrive toujours pas à passer le premier niveau. Oh, bonjour et bienvenue dans le Astrolabe Corner. Jeune Lily plus à fougueux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors bonjour, voilà. Je recherche des instruments pour observer les planètes, tout ça, tout ça. C'est pour mon petit cousin Alfonso. Il adore les planètes et c'est son anniversaire demain. Oh, ça tombe bien, j'ai juste avant ce qu'il vous faut. Merci stagiaire. Voici une authentique lunette d'astronomie. Avec ça, à vous les culottes des plus belles voisines et aussi les plus belles planètes. Paraîtrait même qu'elle a appartenu au fameux Captain Morgan. Oh, regardez. Vous avez plutôt l'air de vous y connaître en alcool et en voyeurisme. Je vois pas de quoi vous parlez. Ranchat stagiaire, on verra plus tard. Bref. Mais vous êtes sûr de vous y connaître en astrologie? Oh, bordel de merde. On dit astronomie, pas astrologie. Amoureux des sciences, curieux de tous bords, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle hors-série. Et là, à cet instant, même si je n'ai mis actuellement que 3 vidéos sur YouTube, vous vous demandez pourquoi une introduction qui n'a aucun rapport avec mon format habituel, qui tranche complètement même avec le contenu ou le titre de cette vidéo et qui n'a absolument rien à voir. Rien à voir du tout. Pour le coup, ouais. Eh bien, si j'ai désiré mettre un petit peu de fun, un petit peu d'humour et d'essai aussi de fun pour moi, à tourner, ça a été très sympa, c'est même la première fois que je m'initiais à quelque chose comme ça, même en tant qu'amateur pur. Eh bien, voyez cette partie un petit peu comme un massage qui vous détend, qui vous met bien en début de soirée quand vous rentrez chez vous, du travail, voilà. Abstraction, faites de l'abstraction. Ça tombe très bien que je dise ça, de l'abstraction. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai mis ça? Eh bien, c'est que le contenu de la vidéo qui va arriver, là, il va être lourd. Mais ne fuyez pas maintenant, par pitié s'il vous plaît, revenez, non, revenez, ne partez pas car ça ne sera pas aussi lourd que vous pouvez l'entendre en première intention, disons que ça sera un peu plus lourd, un peu plus développé en son sens que les premiers formats. Forcément, un peu plus d'aisance. Et pour vous introduire au début de cette vidéo, je vous avais promis normalement qu'on traiterait des forces de marée plus précisément et donc des limites de roche que j'avais introduit à la fin du dernier hors-série. Eh bien, j'ai menti. J'ai menti sciemment en fait, j'ai menti sciemment parce que le lendemain déjà je me disais non, je vais faire autrement pour vous. Je vous avais donc introduit à la limite de roche et beaucoup auront compris, quand je vous l'ai introduit, de quoi il s'agit. En effet, il s'agit d'un excédent de force de marée qui disloque la planète, parfois même l'étoile, ou l'astéroïde, peu importe sa nature au final. Il me paraissait plutôt important de vous indiquer quand même comment une planète, un astéroïde ou une étoile toujours, tient sa cohésion. Même si là, nous n'aborderons pas les étoiles, qui sont un cas tellement à part comparé aux planètes et astéroïdes que nous le verrons dans un autre épisode complètement dédié, vous verrez. Voilà, le but est dit, je vais vous expliquer comment un corps céleste fait pour maintenir sa cohésion propre. Voilà, l'idée qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas considérer une planète ou un astéroïde comme un astre fini, entièrement composé et qui ne bouge plus du tout. Avant même de commencer le corps de ce sujet, il est important de comprendre qu'un astéroïde ou une planète vont chercher en permanence à atteindre un état d'équilibre. Et cette cohésion, dont je vais vous parler plus précisément par la suite, elle se manifeste plutôt bien dans l'univers. En effet, quand on voit une planète naine ou une planète normale, si ces termes sont un peu étranges, mais bon, le terme même planète naine l'est déjà tout autant, et ne parlons même pas des critères. Eh bien ça tombe bien d'ailleurs, des critères, comment est-ce qu'on sait qu'une planète naine est une planète naine? Eh bien c'est justement l'un des critères que je vais vous expliquer, c'est le fameux critère de cohésion que je vais vous introduire, qui l'indique qu'il s'agit de l'équilibre hydrostatique. L'équilibre hydrostatique est un état qui est aussi atteint au niveau biologique, mais ce n'est pas du tout le cas de cette vidéo, je laisse ça à des chaînes telles que Dirty Biology et tout, qui le présenteront 1 milliard de fois mieux que moi.
Là, nous allons nous y intéresser à l'échelle astronomique, à l'échelle des planètes, astéroïdes et un petit peu à l'échelle supérieure galactique. Le nom de cet état vous parle sans nom de lui-même, en effet, équilibre hydrostatique. On comprend bien équilibre, donc un état de quelque chose. C'est donc un état d'un système donné, donc avec des forces en mouvement, contrairement aux forces de marée qui sont le cumul de deux forces entraînant une force unique. Dans l'équilibre hydrostatique, c'est plutôt un état atteint grâce à l'interaction entre deux forces. C'est un concept dans les études de physique qui peut parfois paraître un peu barbant, un peu compliqué au niveau calculatoire. Je vais donc vous présenter peu de calculs ou des calculs sous forme très simplifiée, le but étant pour vous que vous conceptualisez le phénomène. Je vais donc vous présenter ces deux forces et normalement, si vous avez compris comment marchent l'une et l'autre et l'interaction entre les deux, vous aurez compris quel est l'état d'équilibre hydrostatique. Voilà, je pense que ça commence bien et je pense que là certains ont déjà quitté la vidéo. Mais certains petits malins qui ont une bonne mémoire du lycée ou poursuivent leurs études encore aujourd'hui ou même sont diplômés auront bien compris de quoi il s'agit. La loi de la gravitation universelle établie par Sir Isaac Newton. Alors déjà pour que vous compreniez d'abord le concept de gravitation, je vais déjà vous l'introduire grâce à ce calcul en vous l'expliquant calmement et normalement vous devrez comprendre le concept même de ce qu'est la gravitation de façon simple mais comprise. En premier, nous avons F de A sur B. Bon, là, vous vous demandez ce que c'est. Eh bien, c'est simple. Nous allons prendre deux corps, peu importe leur taille, peu importe leur distance entre eux, nous allons prendre deux corps A et B dans un référentiel galiléen. Il m'est donc indispensable de vous expliquer ce qu'est un référentiel galiléen. On l'appelle parfois aussi référentiel inertiel. Il vérifie la première loi de Sir Isaac Newton, la loi de l'inertie. Cette loi et ce référentiel nous indiquent quoi? Il nous indique que tout corps dans un référentiel soumis à des forces qui se compensent aura soit une vitesse nulle, de 0, soit une vitesse constante. Le principe de rotation n'est pas présent dans ce référentiel, ainsi que le principe d'accélération. Le corps est soumis à une vitesse constante. Excusez-moi, mais je crois que j'ai rien pigé du tout là. Mais je comprends bien ça, buddy. Je t'explique. Un référentiel est un système de coordonnées de l'espace et du temps. Dans le référentiel galiléen, on applique la mécanique newtonienne ou mécanique classique. Le temps ici est absolu, le même en tout point. L'espace, lui aussi, sera considéré comme homogène et isotrope. Tu veux un exemple, buddy? Regarde dans ta voiture avec ta canette de Dr Pepper. Si tu roules à 100 km/h, ce qui n'est d'ailleurs pas bien sur les nationales, buddy, la canette restera immobile, elle ne bougera pas, sera considérée au repos. En effet, les forces qu'elle subit se compensent. Cependant, si tu freines, la canette va voler vers l'avant, et donc ton référentiel ne sera plus du tout galiléen. Si tu n'as toujours pas compris, buddy, utilise l'espace commentaire, j'y réponds toujours. La loi universelle de la gravitation nous dit quoi? Que la force du corps A sur le corps B et la force du corps B sur le corps A sont égales. Elles ont des valeurs égales, la même direction, mais un sens opposé. Ça, c'était pour la même partie de l'égalité. La première partie, F de A sur F de B, est égale à F de B sur F de A. Donc la force gravitationnelle, pour le coup, donc F, force de A sur B, est égale à la force de B sur A. Maintenant, la dernière partie de l'égalité, la partie qui peut paraître plus complexe, mais pourtant ne l'est pas tant. G fois M de A fois M de B sur D carré. G, à ne pas confondre avec petit g, qui sera une autre notion que je vous montrerai plus tard dans la vidéo, on met bien grand G, il s'agit d'une constante. En effet, vous savez que l'univers est composé de plusieurs constantes différentes, telles que la vitesse de la lumière par exemple, qui ne bouge pas et est la même en tout point de l'univers. Toujours est-il que la gravitation est bel et bien aussi une constante absolument fixe et dont vous ne pouvez changer aucun paramètre. Et donc le grand G, la constante de la gravitation, qui est 6,674 fois 10 puissance moins 11 mètres cubes par kilogramme par seconde carré. Et alors là, je suis désolé pour le gigantesque mal de crâne ou l'envie de partir de cette vidéo pour au moins une petite partie d'entre vous. Et je n'ai pas non plus de Doliprane pour vous. Désolé, il me reste que du pas d'amalgame à prendre uniquement pour aller sur Twitter. C'est très important. Voilà. Et là, vous avez donc la valeur et ainsi que la nature dans le contexte des si de la constante de la gravitation.
Eh bien ce grand G, nous allons donc le multiplier comme vous le voyez par la masse du corps A qui se multiplie par la masse du corps B, ces masses étant en kilos, et le tout divisé par la distance au carré, en mètres. Mais n'ayez pas peur de ces jolis calculs, je vous mettrai aussi en lien des sites où vous pouvez voir ces calculs ou même des youtubeurs qui en parlent plus précisément. Après, au-delà de ça, pour la cohésion d'une planète toujours et pour l'équilibre hydrostatique, cela ne va pas vraiment directement nous servir, même si connaître ce calcul est important car ce que je vais vous présenter plus tard lui ressemble quand même beaucoup. Et le résultat de ce calcul, eh bien c'est la force que subit la Lune, c'est-à-dire 1,98 fois 10 puissance 20 newtons. Mais c'est aussi la force que subit la Terre. En effet, je vous rappelle, F de A sur B est égal à F de B sur A. Donc la force de la Terre sur la Lune est égale à la force de la Lune sur la Terre. Et là, vous vous dites, c'est complètement con. Et je vous dis, vous avez presque raison, en fait. En effet, on sait bien que la Terre est bien plus massive que la Lune, bien plus grande, plus dense, etc. A un champ gravitationnel beaucoup plus intense. Mais là, je vous rappelle que nous sommes dans un référentiel galiléen. C'est très important. Et dans ces cas-là, eh bien un autre calcul, encore, mais je vais vous le montrer et vous allez dire, mais dis donc, ça ressemble quand même beaucoup. Mais alors moi, je préfère ça. Désolé. Les deux marchent. Et moi je préfère ça, c'est une habitude. Voici donc la loi de la pesanteur. Et non pas la pesanteur. La pesanteur. Attention, niveau langage, c'est compliqué et combien de fois on n'a pas compris ce que je disais. À cause de ça, la pesanteur. Et certains le savent, la pesanteur découle directement de la gravitation. C'est un champ de force qui vous attire irrémédiablement en vous accélérant en permanence vers le centre de l'objet attracteur. Donc G multiplié par la masse de l'objet attracteur exprimé en kilos, le tout divisé par le rayon qui sépare l'objet attiré de l'objet attracteur. Distance au carré. Donc vous aurez compris, moi j'utilise le R pour rayon au carré. En effet, généralement on va avoir tendance pour initier les gens à ce genre de calcul à donner quelqu'un au niveau 0, à l'altitude 0 de la Terre. Et donc on met le rayon. En effet, en connaissant le rayon de la Terre qui est de 6371 km, eh bien on connaît directement le calcul. Mais en vérité, il s'agit de D carré, la distance qui sépare le centre de gravité de l'objet attracteur de celui de l'objet attiré. Donc bon, oui, pour un humain, on va pas être au mètre près non plus. Et donc voilà, ce qu'il y a à retenir, plus que la loi de la gravitation, ça va être ce calcul. La loi de la gravitation était là pour initier le mouvement, que vous compreniez bien le concept dans un référentiel simple. En effet, nous n'allons pas utiliser ce coup-ci la masse d'un corps B, peu importe sa taille, car l'accélération de la gravité est uniquement due à la gravité de l'astre qui émet cette onde de gravité. Voilà, là je ne vais pas vous faciliter la vie non plus, vous allez vous-même tenter le calcul, je vous mets le résultat, vous aurez quelques secondes entre le moment là où je vous le dis et les résultats que je vais vous donner dans quelques secondes pour faire vous-même le calcul. C'est très important car il ne faut pas oublier si nous sommes en mètres, en kilos, en secondes au cube, etc. Et là, si vous avez tiqué, il n'y a pas seconde au cube. Eh bien, le résultat pour la Terre au niveau de la mer, c'est 9,80 newtons par kilo. Et c'est pas fini, je vous rappelle toujours le titre de cette vidéo, l'équilibre hydrostatique. Je vous avais dit que la gravité, grâce à mon petit panneau d'introduction, faisait bien partie de l'ensemble de l'une des deux forces qui permet l'équilibre pour les planètes. Pas la loi de la gravitation universelle de Newton directement, mais la loi de la pesanteur. Mais ce n'est pas vraiment la loi de la pesanteur qui va nous servir dans ce contexte. Mais c'est plutôt la conséquence de la pesanteur. En effet, je vous l'ai dit, la pesanteur est une accélération permanente, une force qui agit sur vous à l'instant T en permanence. Elle n'est jamais coupée, elle ne peut être réduite que si vous prenez de l'altitude. Et croyez-moi, vous pouvez prendre l'avion ou aller en haut de l'Everest, la différence c'est vraiment à 0,01 près. Eh bien, la conséquence de la pesanteur, c'est votre poids, tout simplement. Le poids qui est exprimé en newton. Et oui, c'est une erreur que tout le monde fait. On dit toujours que je pèse 70 kg, je pèse 12 kg. Et là, il y a des problèmes. Ou vous avez 12 ans. Eh bien non, il y a deux concepts à reprendre tout de suite dans cette vidéo. Et j'y tiens beaucoup. Ce n'est pas forcément une bêtise de la part des gens de croire ça, car tout le monde y a cru. Ça fait quelques années que je connais la différence, mais tout le monde fait pas la différence. Et c'est normal parce que c'est le genre de bêtise qu'on entretient tous nous-mêmes. La masse, c'est quoi? La masse, c'est défini par la quantité de matière présente qui forme un objet. La Terre a une quantité d'atomes en elle, qui la compose entièrement, c'est sa masse. C'est donc ça, la masse. Elle est exprimée en kilos.
Le poids, lui, c'est un concept qui marche avec la pesanteur. En effet, sur Mars, vous pesez moins lourd. Prenons un exemple, si j'étais astronaute, déjà ce serait putain de génial, mais j'irais donc sur Mars, et qu'est-ce qui se passerait sur Mars? Eh bien j'aurais la même masse. Si je n'ai pas perdu de poids, mais pas un pécos, je vais bien avoir la même masse. En effet, j'ai la même quantité de matière en moi, peu importe la gravitation. Par contre, je serais plus léger en termes de poids. En effet, l'accélération de la gravité étant 3 fois moindre sur Mars, je peserai 3 fois moins lourd. Eh bien, vous prenez l'accélération de la gravité de là où vous êtes, peu importe où vous êtes, si vous êtes en haut de l'Everest, déjà, merci de regarder cette vidéo. Cette accélération multipliée par la masse de l'objet attiré, donc vous. Vous pouvez tout bêtement vous amuser à faire le calcul chez vous, comme par exemple, pour ceux qui vivent en couple, ou même avec un harem complet ou avec 150 enfants, amusez-vous à vous dire si j'étais seul dans l'espace. Dans la vie spatiale, avec une combinaison tout de même, très légère, mais qui me protège, et que j'étais avec quelqu'un d'autre, sans corps qui agit sur nous, pas de planète, on a des années de lumière de la moindre planète, de la moindre caillasse. Quelle serait mon influence gravitationnelle à moi, car j'ai une masse? Et oui, un être humain, aussi insignifiant soit-il par rapport à une planète, existe. Il a donc une masse et possède véritablement son propre champ de gravité. Jusque-là, c'est pas déconnant, c'est juste que sur Terre, eh bien, ça vaut que dalle. Eh bien, quelle serait mon influence? En effet, on pourrait très bien voir, je ne sais pas, vous avez un enfant, il faut conceptualiser toujours, il pourrait très bien rentrer en orbite autour de vous, car vous êtes adulte et vous êtes à peu près 10 fois plus massif, voire plus. Et pour ce qui est des balances aussi pour détruire un mythe, je parle bien naturellement des balances que nous avons dans nos salles de bain, des balances que tout le monde connaît, et bien tout le monde se dit, mais attendez, la balance me donne mon poids, non? Ça s'exprime en kilos. Eh bien, initialement, oui, la balance qui va vous peser va considérer votre poids, elle est réglée pour comprendre indirectement la gravité terrestre, c'est-à-dire elle va prendre votre poids et le traduire en masse, qui vous sera donc bien donné en kilos. Donc la balance ne ment pas, au contraire, elle fait même le calcul pour vous. Quelle gentille balance. Mais cette balance, vous l'emmenez sur la Lune, vous pouvez l'acheter dans le cratère le plus proche. En effet, elle ne servira plus du tout. Donc ce qu'il y a à retenir de ce premier chapitre, j'espère pas trop lourd pour vous, c'est que dans la gravité, on va retenir deux concepts. Pourquoi deux? Car je vais vous démontrer avec la prochaine force de deux façons différentes comment cela agit, et ensuite les interactions entre toutes ces forces. Donc on va retenir les deux, car les deux vont jouer. Nous allons donc retenir la pesanteur, et aussi le poids, qui découle de la pesanteur, qui découle de la gravitation, qui découle de... ça, si on savait, ça serait cool. Je vous dirais bien le graviton, mais ça ferait de moi un sacré gros mythomane quand même. Et deuxième partie, et voilà une nouvelle notion, le gradient de pression. Et alors là, je vais m'inspirer d'une vidéo qui a déjà été faite sur YouTube par rapport à l'équilibre hydrostatique. Je vais essayer de vous la traduire, que cette vidéo, extrêmement bien faite, bien plus calculatoire que ce que je peux vous présenter, même si je connais certains de ces calculs. Je ne suis pas là pour vous faire des mathématiques pures, on est là pour conceptualiser. Et donc je vais parler de gradient de pression. Alors déjà, on va commencer par une première étape. Et qu'est-ce que c'est un gradient? Ah oui, qu'est-ce que c'est que ce monstre-là? Un gradient, c'est une valeur vectorielle, une grandeur qui, par exemple, en physique, vous montre comment varie une grandeur physique dans l'espace. Donc il en existe plein, des gradients de température, des gradients de pression, des... je crois qu'on tient la bonne. Effectivement, c'est le gradient de pression qui va nous intéresser aujourd'hui. On peut la conceptualiser d'une manière. Un cube, on va prendre un fluide qui ne bouge pas, un fluide stable, si vous voulez, de l'eau, peu importe l'eau. Il n'y a pas de courant, cette eau est complètement immobile et on va conceptualiser au milieu de cette eau un cube. Oui, un cube. Pourquoi un cube? Parce que les calculs sont beaucoup moins chiants qu'avec un cône, déjà. Ça s'appelle l'honnêteté pour vous. Eh bien ce cube, imaginons-le au milieu de l'océan, il va donc avoir son propre poids. Cette zone cubique, même si elle n'est pas physiquement délimitée, existe, elle est réelle. En effet, les molécules d'eau, sans courant, sans rien du tout, ne bougent pas. Donc ce cube peut être très bien conceptualisé. Il a donc un poids qui est donné. Le poids, donc, qui est la conséquence de la pesanteur, qui est la conséquence de la gravité, et va donc l'attirer vers le bas, vers le centre de l'objet attracteur, aka la Terre. C'est un exemple facile, mais voilà. Eh bien, ce cube n'a pas que son propre poids. En effet, je vous ai dit, il est entouré de l'océan lui-même, donc subit une pression. Ce cube va donc subir déjà un cumul de force de pression.
En effet, il a 6 faces, donc 6 endroits où l'eau va appuyer. Donc nous aurons F1, F2, F3, etc. qui vont appuyer dessus. Ce sont aussi des vecteurs, un mouvement permanent, une pression permanente. En effet, le cube étant pour l'instant techniquement immobile dans notre exemple. Eh bien, nous allons déjà réunir, et là je vous épargne le calcul, mais comme je vous dis, ça sera mis en description. Nous allons déjà rassembler ces forces de pression. En effet, les faces étant égales, c'est un cube, les pressions, elles aussi, est à peu près égales à tout endroit. Et nous allons même considérer égales pour l'exemple. Et donc, le gradient de pression, là, ça va être la modification à la fois spatiale et temporelle de la pression. En effet, la pression est une force qui bouge, qui appuie, qui est en mouvement permanent, qui est dynamique, mais en plus, non seulement dans l'espace, mais aussi le temps. Et là, ce qui est logique, les deux étant liés. Eh bien, pour le cas de notre cube, que vous arrivez bien à conceptualiser, eh bien, vous aurez compris, il y a donc Fs, les forces de pression que nous avons rassemblées, et on obtient donc notre fameux résultat qu'on appellera Fs. Eh bien, nous allons encore la manipuler, nous avons notre résultat, mais ça ne nous suffit pas, nous allons donc voir avec le poids. Donc le poids que nous allons appeler P et cette force de pression finale que nous allons appeler... Ah mince, ça fait aussi P, eh bien nous allons l'appeler F. Voilà, c'est la force de pression, F avec un petit p si vous voulez que ça soit plus parlant. Peu importe, on n'est pas dans le calculatoire, on lui donne bien le nom qu'on veut. Eh bien cette force de pression, si je l'additionne à la force du poids, la force de l'accélération de la pesanteur que subit, qui donne donc le poids de cet objet, eh bien si le résultat de cette opération, c'est la somme de ces deux forces est égal à 0, le système est donc en équilibre, c'est-à-dire que même si vous avez imaginé ce cube, qui n'a pas de vraie frontière réelle en soi, eh bien vous revenez dans 10 ans, si les forces n'ont pas bougé, le résultat a toujours été 0 pendant ces 10 années, ce sont les mêmes molécules au même endroit qui composeront ce même cube. Et là vous vous dites, c'est bien beau, on a un système complètement abstrait, on a atteint un équilibre, c'est très bien. Mais jusque là, mon système est un petit peu simple. L'océan, il n'y a rien, ça ne bouge pas, il n'y a pas de courant, c'est très facile. Qu'est-ce qui se passe si le résultat n'est pas 0, ce qui est à peu près souvent le cas? Eh bien dans ce cas-là, les forces vont tenter de se compenser, comprenez? Eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien ce cube par exemple, si la pression prend le dessus, va être écrasé. Mais attendez, si un cube est écrasé, la surface de contact pour la pression est aussi plus petite. Donc la valeur pression va diminuer jusqu'au moment où le résultat va retendre vers 0, si c'est la pression qui est au-dessus. À l'inverse, pour notre cube qui est dans l'océan, petite facilité scénaristique, si c'est le poids qui est supérieur, eh bien il va s'enfoncer plus profondément dans l'océan. Or, s'il s'enfonce plus profondément dans l'océan, la pression va augmenter. Et donc les forces vont tenter d'arriver en équilibre toujours. Et voilà, c'est enfin quasiment fini pour ce long morceau d'épisode. Je vous ai enfin introduit donc la gravitation, la pesanteur et le poids qui ont les sous-jacents, mais aussi l'équilibre hydrostatique, mais de façon très abstraite. Naturellement, vous doutez à ce moment de la vidéo que pour une planète, ça ne marche pas. En effet, l'espace c'est du vide, il n'y a pas de pression qui appuie sur la Terre, et pour vous, ça n'a forcément pas de sens pour une planète actuellement. Même si tout ce que j'ai dit a du sens. Faut pas l'oublier. Et donc là, je vais passer avec un petit schéma en off pour vous présenter le cas pour la Terre, et qui marche aussi pour beaucoup de planètes, car ce n'est pas aussi simple qu'on le croit, et c'est pour ça que je suis allé doucement avec vous, en vous apportant d'abord les concepts qu'il faut bien sûr savoir. Parce que si vous voulez, avant la version off, une réponse pour la Terre, pour l'équilibre hydrostatique, est-ce qu'elle y est? Eh bien oui, mais non, en fait. Elle l'est, elle ne l'est pas à la fois. Donc déjà voilà, ma réponse n'a pas de sens, c'est pour ça que je vais vous donner du sens tout de suite. Et nous allons enfin en venir aux faits. Qu'est-ce qui permet à une planète comme la Terre, Mars ou Vénus, voire même Mercure par exemple, ou même des planètes naines comme Pluton, de maintenir ce qu'on appelle un état d'équilibre hydrostatique? Il va donc falloir nous trouver un équilibre entre les forces de cohésion de la matière et la gravitation. On va donc déjà faire un petit rappel sur la cohésion de la matière. Je vous rappelle qu'à l'échelle du noyau atomique, c'est l'interaction forte, la plus puissante en termes d'intensité des interactions fondamentales. Ensuite, à l'échelle des atomes et moléculaires, c'est l'électromagnétisme qui prend le pas. Mais à l'échelle métrique, et bien au-delà de l'échelle astronomique, celle qui va nous intéresser, c'est fondamentalement différent. En effet, l'univers est électriquement neutre, c'est donc la gravitation qui, même si elle est la moins intense de toutes les interactions fondamentales, contrairement à ce qu'on croit, prend le pas aux grandes échelles. On pourrait donc penser que la gravitation est la seule force qui permet la cohésion de la matière à grande échelle. Pourtant, cela est bel et bien faux. En effet, la planète ne ressemblera pas du tout à une forme ronde ou quasi ronde dans ce cas-là. La matière serait comprimée à un point maximal,
et on se demande même si son volume au final ne serait pas quasi nul, c'est-à-dire très petit, très dense, et boursouflé par endroits. En effet, la Terre n'est pas composée que d'une seule matière. Eh bien, pour contrebalancer ces forces de gravitation, pour permettre d'obtenir un équilibre hydrostatique, il va donc nous falloir ce fameux gradient de pression, cette force de pression. Eh bien, c'est la matière elle-même qui va trouver une solution contre ces forces de gravitation qui sans cesse la tirent vers le bas et forcent la matière à se rassembler en un point. En effet, plus on s'enfonce dans les profondeurs de la Terre, plus le poids de la colonne de matière au-dessus de nous augmente. Eh bien, ce poids, comme on le sait, exerce une force de compression qui répartit dans toutes les directions la pression. Et c'est cette compression, ce gradient de pression inverse qui va s'opposer à la gravité, qui va permettre d'obtenir un équilibre hydrostatique. Et comme je vous ai montré avec le cube, cette pression agit dans tous les sens, elle n'a pas de sens défini. Seule son intensité se modifie en fonction de la profondeur. Et vient un moment où la gravitation l'emporte sur la cohésion des roches. Les roches commencent à se transformer en petites poudres et à se liquéfier. Leur viscosité augmente, permettant ainsi à un astre d'obtenir une forme ronde. C'est aussi pourquoi les astéroïdes et corps petits, eux, ne peuvent pas prendre cette forme. En effet, la gravitation qu'ils engendrent n'est pas suffisante. Nous avons donc les conditions de notre état hydrostatique ou équilibre hydrostatique. Il y a donc besoin d'une force de gravitation suffisante, d'un équilibre avec le gradient de pression et d'une gravitation qui prend le pas sur la cohésion de la matière. Nous pouvons donc dire ainsi, dans sa globalité, que la Terre est en état d'équilibre hydrostatique. Cependant, cette réponse n'est pas aussi simple. En effet, comme je vous ai dit par avant, il suffit de zoomer pour voir le chaos dans l'univers. Nous savons aujourd'hui en géologie qu'il existe de nombreux mouvements de convection à l'intérieur du manteau. Il existe des anomalies de masse lourde, de courants froids descendants, et des anomalies de masse légère, de courants chauds remontant depuis les profondeurs de la Terre. Les entrailles de la Terre ne sont donc pas en équilibre hydrostatique, mais en recherche permanente de cet équilibre. Nous considérons donc leur hydrostatique comme légèrement perturbé. En effet, il faut ajuster cela à la rotation de la Terre. La rotation de la Terre va donc en permanence modifier le mouvement de ces liquides. Et ces liquides vont à chaque fois prendre une forme adaptée à chaque perturbation. Il est donc clair, à la fin de cette vidéo, de considérer que la Terre est en équilibre hydrostatique. Mais nous ne pouvons pas clairement considérer celui-ci comme parfait. Pourtant, nous pourrons considérer qu'il s'agit bien là d'un des critères pour différencier une planète d'une planète naine. Avoir nettoyé son voisinage orbital, orbiter autour du Soleil, ne pas être un satellite et être en parfait état d'équilibre hydrostatique. C'est donc un débat qu'il paraît intéressant de soulever à la fin de cette vidéo. La Terre, même si elle est en équilibre, cet équilibre n'est pas parfait. Où se situe donc cette frontière? Pouvons-nous vraiment utiliser ce critère pour sélectionner une planète naine? Et merci d'avoir suivi cette vidéo, c'est déjà la fin, ou plutôt enfin c'est la fin. En tout cas, ça a été un sujet qu'il a été difficile d'aborder avec vous ce soir. C'était un sujet où j'ai dû beaucoup me documenter, beaucoup m'informer. Il était plutôt complexe à aborder, j'espère que vous aurez compris quand même la majorité des points. Et je me suis quand même aussi servi de cette vidéo pour vous aborder des concepts qui des fois ne sont pas forcément en rapport direct, mais déjà vous initient à quelques phénomènes de la physique. Et nous on se retrouve ce mois-ci pour un autre hors-série qui suivra celui-là, et peut-être normalement un Odyssée des Astres aussi courant mars. Et on n'oublie pas les streams bien sûr, on se retrouve dès demain matin à 8 h, ça va être génial, la tête dans le cul, pour un stream peignoir pour le lancement de SpaceX Dragon Crew, ça va être génial. Et on se retrouve toujours en stream dimanche soir pour le Hammerhead Fury Event avec le Omega Protector. Naturellement, ça sera toujours en stream sur l'Odyssée des Astres.tv. En tout cas, amoureux des sciences, curieux de tout bord, bonsoir.